Je m'appelle Olivia Sterling. J'ai 28 ans. Il y a 13 ans, par une nuit d'octobre orageuse, mon père m'a regardé dans les yeux et m'a dit « Sors. Je n'ai pas besoin d'une fille malade comme toi. » J'avais 15 ans, j'étais trempé, et je n'avais nulle part où aller. La raison? Ma jeune sœur a raconté un mensonge. Un mensonge calculé, délibéré, que mes parents ont cru sans se poser de questions. Et d'un coup, j'ai été effacé. 3 heures plus tard, la police les a appelés à l'hôpital. J'avais été percuté par une voiture. Quand mon père est entré dans cette chambre d'hôpital, et qu'il a vu qui était assise à mon chevet, ses mains n'arrêtaient pas de trembler. Vous ne pouvez pas être ici. Comment avez-vous? La femme assise là était le docteur Eleanor Smith, l'une des professeurs les plus respectées de l'État. Elle m'avait trouvé sur le bord de la route, et m'avait sauvé la vie. Cette nuit-là a tout changé. Le mois dernier, j'étais sur scène lors de la cérémonie de remise des diplômes de ma sœur, en tant qu'oratrice principale. Mes parents n'avaient aucune idée de ma venue. Avant de vous raconter ce qui s'est passé quand ils m'ont vu, prenez un moment pour aimer et vous abonner, mais seulement si vous appréciez vraiment cette histoire. J'aimerais aussi savoir d'où vous regardez, et quelle heure il est chez vous. Laissez un commentaire ci-dessous. Maintenant, laissez-moi vous ramener là où tout a commencé. J'ai appris très tôt que, chez nous, les larmes de Madison étaient plus bruyantes que mes réussites. Quand j'avais 11 ans, j'ai remporté la première place au concours scientifique régional. Mon projet, sur les systèmes de filtration de l'eau, a battu 40 autres élèves. J'étais si fier. J'ai couru à la maison, le ruban bleu serré dans ma main, j'ai fait irruption par la porte, et j'ai trouvé maman dans la cuisine. J'ai gagné, ai-je crié. Elle a souri, m'a serré dans ses bras. C'est merveilleux, ma chérie. Puis Madison est entrée, revenant de son cours de danse. 8 ans, le visage rouge, les larmes coulant à flots. J'ai raté ma pirouette. Tout le monde s'est moqué de moi. Les bras de maman m'ont quitté. Elle s'est agenouillée, a serré Madison contre elle. Oh, mon bébé. Ce n'est pas grave. Tu feras mieux la prochaine fois. Je suis resté là, tenant mon ruban. Personne n'a demandé à le voir. C'était le schéma habituel. Madison avait besoin de plus d'attention. Madison était sensible. Madison exigeait d'être traitée avec soin. J'ai appris à célébrer en silence, à avoir moins de besoins, à prendre moins de place. À 14 ans, j'avais cessé de leur montrer mes bulletins. Mes excellentes notes ne pouvaient pas rivaliser avec les drames de Madison. Quand j'ai été accepté au prestigieux camp scientifique d'été, j'étais ravi. Une bourse complète, 2 semaines à étudier les sciences de l'environnement avec de vrais chercheurs. Papa a levé les yeux de son téléphone. C'est bien, Olivia. Madison a fondu en larmes. Pourquoi est-ce qu'elle a le droit de partir? Ce n'est pas juste. Maman a serré l'épaule de Madison. Olivia, peut-être que tu pourrais laisser tomber cette année. Ta sœur a besoin. J'ai besoin que tu sois là, a terminé Madison. Je ne suis pas allé au camp. Ils ont dit que c'était pour l'unité familiale, pour faire preuve de compréhension, pour être la plus sage. J'ai appris à être petite, silencieuse, peu exigeante. Mais le point de rupture approchait. Je ne savais juste pas qu'il arriverait avec une tempête. Les mensonges ont commencé doucement. Madison, qui avait maintenant 12 ans, empruntait mes affaires sans demander. Quand je le mentionnais gentiment, toujours gentiment, elle niait. Je n'ai jamais touché à ton pull. Même quand il était littéralement sur son lit, maman soupirait, Olivia, ne cherche pas les disputes. Puis de l'argent a disparu du portefeuille de maman. 50 €. Madison a dit qu'elle m'avait vu près du sac de maman ce matin-là. Ce n'était pas vrai. J'étais parti tôt pour l'école. Papa m'a appelé dans son bureau. As-tu pris de l'argent à ta mère? Non. Madison dit que oui. Madison ment. Sa mâchoire s'est crispée. N'accuse pas ta sœur. Mais ce n'est pas moi. Assez, sa voix a tranché la mienne. Je suis déçu de toi, Olivia. Je te croyais meilleur que ça. J'ai été privé de téléphone pendant 1 mois, et l'opportunité du camp scientifique, qu'on m'avait promise pour l'été suivant, s'est envolée. On ne peut pas te faire confiance avec de l'indépendance en ce moment, a dit maman. Madison regardait depuis les escaliers.
Quand nos parents ne regardaient pas, elle souriait. Ces 50 € volés n'étaient qu'un essai. Madison apprenait qu'elle pouvait s'en tirer avec n'importe quoi. Le schéma s'est intensifié. Un vase cassé, ma faute. Un examen raté pour lequel Madison n'avait pas étudié, j'aurais dû l'aider davantage. Une rumeur à l'école selon laquelle Madison avait triché à un test, j'avais dû la lancer. J'ai cessé de me défendre. À quoi bon? Il croyait ses larmes, plutôt que ma vérité, à chaque fois. À 15 ans, je me sentais comme un fantôme dans ma propre maison. Présente, mais invisible, sauf quand ils avaient besoin de quelqu'un à blâmer. J'ai commencé à passer plus de temps à la bibliothèque, à l'école, n'importe où sauf à la maison. Je me disais qu'il fallait juste que je survive jusqu'à l'université. Encore 2 ans. Je pouvais tenir encore 2 ans. J'avais tort. Octobre, en première. Tout semblait lourd, cette semaine-là. Il y avait un garçon à l'école, nommé Jack. Il était dans mon cours de chimie avancée. Un type sympa, mais nul pour équilibrer les équations. Il m'avait demandé de l'aide plusieurs fois, et j'étais resté après les cours pour lui expliquer. C'était tout. Juste de l'aide pour les devoirs. Madison avait le béguin pour lui. Un béguin énorme, obsessionnel. Elle passait devant ma salle de classe juste pour le voir. J'avais vu une fois, en allant lui rendre un stylo, qu'elle s'était entraînée à écrire Madison Sterling Walker dans son journal. Mardi, Jack m'a interpellé à mon casier. Merci pour l'aide, hier. Tu m'as vraiment sauvé. J'ai souri. Pas de problème. On pourrait peut-être réviser ensemble un de ces jours, pour le partiel? Bien sûr. À la bibliothèque, ça me va. Cool. Il s'est éloigné. Je me suis retourné et j'ai vu Madison, à 20 pieds de là, dans le couloir, qui me fixait, le visage blême. Ce soir-là, au dîner, elle a à peine parlé, se contentant de pousser la nourriture dans son assiette. Maman n'arrêtait pas de lui demander si elle allait bien. Madison haussait les épaules, ne disait rien. J'aurais dû savoir que son silence était plus dangereux que ses larmes. Le jeudi, j'ai eu une conférencière invitée dans mon cours de biologie, le docteur Eleanor Smith, de l'Université d'État. Elle parlait de la recherche sur l'équité en éducation. Je suis resté après pour poser des questions. Elle a semblé impressionnée. Vous avez un esprit curieux, a-t-elle dit en me tendant sa carte. Ne laissez personne éteindre cette lumière. J'ai souri, les remercié, sans avoir la moindre idée qu'elle me sauverait la vie. Une semaine plus tard, ce vendredi-là, l'alerte à la tempête a commencé. Une grosse tempête arrivait. Tout le monde se préparait, faisait des provisions. Madison ne me parlait toujours pas, ne me regardait même pas. Je me souviens avoir pensé, au moins, j'aurai le week-end pour rattraper mes devoirs en paix. Je n'avais aucune idée de ce qu'elle préparait. Vendredi soir. La pluie a commencé vers 18 h. Nous avons dîné dans un silence quasi total. L'alerte météo n'arrêtait pas de sonner sur le téléphone de papa. Avis de vent, avertissement d'inondation. Tout le monde était tendu. Madison picorait ses pattes. Je sentais qu'elle m'observait. Quand je levais les yeux, elle détournait le regard. Après le dîner, je suis allé dans ma chambre, j'ai commencé mes devoirs d'anglais. Dehors, le vent se levait, la pluie martelait les fenêtres. Le genre de tempête où l'on est reconnaissant d'être à l'intérieur. Vers 20 h, j'ai entendu des pleurs en bas. Madison, des sanglots bruyants, déchirants. Je me suis figé, j'ai posé mon stylo, et j'ai écouté. La voix de maman, apaisante, ma chérie, qu'est-ce qui ne va pas? Parle-moi. Encore des pleurs. J'ai attendu. Peut-être qu'elle s'était tordu la cheville. Peut-être qu'elle avait encore raté un examen. Olivia, la voix de papa, sèche, en colère. Descends ici, tout de suite. Mon estomac s'est noué. Je suis descendu lentement. Chaque marche semblait lourde. Madison était sur le canapé, le visage enfoui dans l'épaule de maman. Maman lui caressait les cheveux. Papa se tenait près de la cheminée, les bras croisés, le visage rouge. Qu'est-ce qui se passe, ai-je demandé. Madison a levé la tête, les yeux gonflés, les larmes coulant. Elle m'a regardé et, pendant une seconde, moins d'une seconde, j'ai vu autre chose derrière ses larmes. Quelque chose de froid.
Puis ça a disparu. Dis-lui ce que tu nous as dit, a dit papa. Sa voix était glaciale. La lèvre de Madison a tremblé. Pourquoi tu me détestes autant? Quoi, je me suis approché. Je ne te déteste pas, alors pourquoi, a-t-elle octé, sangloté. Pourquoi tu répands des rumeurs sur moi à l'école? Mon esprit s'est vidé. Quelle rumeur? Sur moi et Jake? Sur le fait que j'ai triché à ce test? Sur le fait que je suis une menteuse, le sol s'est dérobé sous mes pieds. Madison, je n'ai jamais. Ne lui mens pas, a dit maman doucement. Contente-toi de ne pas mentir. Je ne savais pas de quoi elle parlait, mais j'allais le découvrir, et cela allait tout me coûter. Je n'ai répandu aucune rumeur, ai-je dit, la voix tremblante. Je ne sais pas de quoi tu parles. Madison a sorti son téléphone, les mains tremblantes. Alors explique ça. Elle a montré à maman une capture d'écran, une conversation de groupe, des messages que j'aurais soi-disant envoyés, des choses méchantes sur Madison, des choses que je ne dirai jamais. Mais il y avait mon nom, ma photo de profil. Je n'ai pas écrit ça, ai-je dit. Quelqu'un utilise mon compte. Tais-toi, la voix de papa a claqué comme le tonnerre. Arrête de mentir. Je ne mens pas, et Jake, a murmuré Madison. Tu savais que je l'aimais bien. Mais tu as flirté avec lui, pour essayer de me ridiculiser. Il m'a demandé de l'aide en chimie. C'est tout. C'est tout, la voix de Madison s'est élevée. Tu es resté après les cours avec lui, tu l'as vu à la bibliothèque. Il a dit à son ami qu'il te trouvait jolie. Nous sommes des partenaires de révision. Tu as essayé de me le voler, Madison était maintenant debout. Et la semaine dernière? La semaine dernière, tu m'as poussé dans les escaliers. Regarde. Elle a relevé sa manche. Un bleu sur son avant-bras. Violet foncé. J'ai regardé, fixement. Je ne t'ai jamais touché. Si, maman. Elle l'a fait. Je ne voulais rien dire parce que je pensais. Je pensais qu'elle était peut-être juste stressée. Mais maman s'est levée, s'est interposée entre nous. Olivia, c'est sérieux. Si tu as fait du mal à ta sœur. Je ne l'ai pas fait. Alors comment a-t-elle eu ce bleu, a exigé papa. Je ne sais pas. Peut-être qu'elle se l'est fait elle-même. Les mots sont restés en suspens. Les yeux de Madison se sont écarquillés. De nouvelles larmes. Tu penses que je me ferais du mal, juste pour t'accuser? Oui, je criais maintenant, désespéré. Oui, parce que c'est ce que tu fais. Tu mens. Tu mens sur moi depuis des années. Papa a fait un pas vers moi. C'est vrai, Olivia? Tu as harcelé ta sœur, tu lui as rendu la vie impossible? Non. Mon Dieu, non. S'il vous plaît, écoutez-moi. J'en ai assez entendu. Assez, le poing de papa a frappé la cheminée. J'en ai assez de tes excuses. Ce ne sont pas des excuses. S'il vous plaît, laissez-moi m'expliquer. Il n'y a rien à expliquer, la voix de maman était calme, déçue. Je pensais que nous t'avions mieux élevé que ça. Madison sanglotait dans ses mains, l'image parfaite d'une victime. Je l'ai regardée, vraiment regardée. Et pendant un instant, elle a soutenu mon regard. Et elle ne pleurait plus. Ses yeux étaient secs, calculateurs. Tu mens, ai-je dit, dans un murmure à peine audible. Non, a-t-elle dit, et sa voix n'a pas tremblé. Si. Tu as tout inventé. Olivia, a commencé maman. Elle ment, je me suis tourné vers papa. S'il te plaît, tu dois me croire. Je ne lui ferai jamais de mal. Je ne répandrai jamais de rumeurs. Elle fait ça parce qu'elle est jalouse, parce que Jake ne l'aime pas, parce que... Ça suffit, la voix de papa est devenue froide. Plate. Je ne veux plus entendre un mot de ta part. Tu es malade. Quelque chose ne va pas chez toi. Le mot m'a frappé comme une gifle. Malade. Je ne suis pas malade. Tu as besoin d'aide. D'une aide professionnelle. Mais pour l'instant, a-t-il pointé la porte. Pour l'instant, je veux que tu sortes de ma vue. La pluie battait dehors. Le tonnerre faisait trembler les fenêtres. Papa, il y a une tempête. Ça m'est égal. Où suis-je censé aller?
Ce n'est pas mon problème. Son visage s'est tordu. Sors. Je n'ai pas besoin d'une fille malade comme toi dans cette maison. Les mots se sont gravés en moi. Fille malade. Comme si j'étais atteinte d'une maladie, brisée, anormale. J'ai regardé maman, la suppliant silencieusement. Dis quelque chose. Arrête-le. Dis-lui que c'est de la folie. Elle s'est détournée, gardant son bras autour de Madison. J'ai attrapé ma veste sur le crochet. Mes mains tremblaient si fort que j'avais du mal à la fermer. La porte a claqué derrière moi. À travers la fenêtre, j'ai pu voir Madison me regarder partir. Elle ne pleurait plus. Elle souriait. La pluie m'a frappé comme un mur. Froide, rageuse. En quelques secondes, j'étais trempé jusqu'aux os. Je suis resté un moment sur le porche, à attendre. Peut-être que papa me rattraperait. S'excuserait, dirait qu'il avait réagi de manière excessive. La porte est restée fermée. J'ai commencé à marcher. Nulle part où aller. Juste loin, loin de cette maison, loin des mensonges de Madison, loin des parents qui me croyaient malade. Mon téléphone a vibré. Batterie faible, 8%. Je l'ai sorti, j'ai essayé d'appeler mon amie Sarah. Pas de réponse. Jessica. Directement sur la messagerie vocale. C'était vendredi soir. Tout le monde était à la maison, avec sa famille. En sécurité, au sec. Pas moi. Le vent me fouettait le visage avec mes cheveux. La pluie tombait à verse. Je voyais à peine à 10 pieds devant moi. Les voitures passaient, projetant de l'eau des flaques. Personne ne s'est arrêté. Je me suis dirigé vers la bibliothèque. Peut-être que je pourrais y attendre la fin de la tempête. Elle était fermée. Fenêtre sombre, porte verrouillée. La gare routière était à 2 miles. Si je pouvais y arriver, je pourrais m'asseoir à l'intérieur, rester au chaud, et réfléchir à ce que je devais faire. J'ai marché. Chaque pas était lourd. Mes chaussures étaient trempées, l'eau giclant à chaque foulée. Ma veste me collait à la peau. J'avais si froid que mes dents claquaient. Le tonnerre a grondé au-dessus de ma tête. La foudre a zébré le ciel. J'ai pensé à faire demi-tour, à frapper à la porte, à supplier pour rentrer. Mais le regard sur le visage de papa, le dégoût. Je ne pouvais pas l'oublier. Fille malade. Peut-être qu'il avait raison. Peut-être que quelque chose n'allait pas chez moi. Sinon, pourquoi ma propre famille choisirait-elle Madison, plutôt que moi, à chaque fois? La gare routière était encore à 1 mile. La pluie est devenue plus forte, le vent plus violent. Je n'ai vu les phares que lorsqu'il était presque trop tard. Je traversais à une intersection. Le feu était vert, j'en suis sûr, mais la pluie tombait si fort et le vent hurlait que je ne voyais pas clairement. La voiture est sortie de nulle part. Des phares vifs et aveuglants, un klaxon strident, des freins qui crissent. J'ai essayé de reculer, mais je n'ai pas été assez rapide. L'impact m'a projeté sur le côté. J'ai senti mon corps heurter le capot, puis le trottoir, durement. Ma tête a heurté l'asphalte. La douleur a explosé dans mon crâne, blanche, brûlante, et dévorante. Je ne pouvais pas bouger, pas respirer. La pluie coulait dans ma bouche, dans mes yeux. Tout était de travers. Anormal. J'ai entendu une portière de voiture claquer, des pas qui courent, qui éclaboussent. Oh mon Dieu! Oh mon Dieu, une voix de femme, paniquée. Ma chérie, tu m'entends? J'ai essayé de répondre. Rien n'est sorti. Ne bouge pas. Reste. Reste immobile. J'appelle le 911. Ses mains étaient sur mon épaule. Douce. Reste avec moi. D'accord. Comment tu t'appelles? J'ai cligné des yeux, j'ai essayé de me concentrer. Son visage était flou, des cheveux noirs, la pluie coulant sur ses joues. Elle me semblait familière. L'avais-je déjà vue? Mes parents, ai-je réussi à dire. Ma voix était à peine un murmure. Tes parents? D'accord. C'est quoi leur numéro? Je vais les appeler. J'ai toussé. J'ai goûté le sang. Ils ne veulent pas de moi. Son visage a changé. Quoi? Ils m'ont mise à la porte. Les mots semblaient lourds.
Ils ont dit que j'étais malade. Qu'ils ne voulaient plus de moi. Elle m'a regardé fixement, la pluie tombant entre nous. J'ai vu quelque chose changer dans son expression. De la reconnaissance peut-être, ou de l'horreur. Tu vas t'en sortir, a-t-elle dit, mais sa voix tremblait. Je te le promets. Tu vas t'en sortir. Des sirènes au loin, qui se rapprochaient. Le visage de la femme a été la dernière chose que j'ai vue avant que tout ne devienne noir. Je ne me souviens pas de l'ambulance. Ni de mon arrivée à l'hôpital. Mon premier souvenir clair est un son. Le bip des machines, le bourdonnement des néons, l'odeur d'antiseptique, et une voix. La femme de l'accident. Elle a une grave commotion cérébrale, une possible hémorragie interne. Vous devez la garder en observation. J'ai essayé d'ouvrir les yeux. Trop lourd. J'avais mal partout. Je reste. La même voix. Ferme, maintenant, plus paniquée. Je ne la laisserai pas seule. Madame, vous êtes de la famille? C'est moi qui l'ai percutée avec ma voiture. Je reste jusqu'à ce que ses parents arrivent. Le temps a passé. Je sombrais et refaisais surface. Des voix allaient et venaient. À un moment donné, j'ai entendu de nouvelles voix, familières. Nous sommes les parents d'Olivia Sterling. Papa. Il avait l'air tendu. Monsieur et Madame Sterling. La voix de la femme, de nouveau. Froide, maintenant. Professionnelle. Je suis le docteur Eleanor Smith. Une pause. La reconnaissance. Vous. Vous êtes professeur à l'université d'État, a dit maman. Je suis doyenne des études supérieures, en fait. Son ton aurait pu couper du verre. C'est moi qui ai percuté votre fille avec ma voiture, ce soir. C'était un accident, a dit papa rapidement. Nous ne vous blâmons pas. Elle a traversé la route au milieu d'une tempête. Elle était trempée, seule, la nuit, la voix du docteur Smith s'est élevée. Elle a 15 ans. Pourquoi était-elle dehors? Silence. Monsieur Sterling, je vous ai posé une question. Il y a eu. Nous avons eu une situation familiale. Un problème de discipline. Un problème de discipline, a répété lentement le docteur Smith. Quel genre de problème de discipline implique de mettre un enfant dehors, en pleine tempête? Nous n'avons pas, ce n'était pas comme ça. Alors, comment était-ce? Parce que votre fille m'a dit quelque chose avant de perdre connaissance. Elle a dit que ses parents ne voulaient plus d'elle. Elle a dit que vous lui aviez dit qu'elle était malade. Encore le silence. Vous mentez. La voix de Madison. Faible. Effrayée. Olivia invente ça. Elle. Elle était à peine consciente. Elle n'inventait rien. J'ai entendu des pas, quelqu'un s'éloignant de mon lit. La voix du docteur Smith, plus lointaine. Maintenant, je dois parler à une assistante sociale. Ce ne sera pas nécessaire, la voix de papa, essayant de paraître autoritaire. En vain. Nous sommes ses parents. Nous allons gérer ça, à partir de maintenant. Sauf votre respect, monsieur, vous avez déjà assez géré. C'est une affaire de famille, privée. Au moment où vous avez envoyé une mineure dehors en pleine tempête, ça a cessé d'être privé. Les pas du docteur Smith sont revenus. J'ai senti sa main sur la mienne, chaude, protectrice. Je ne partirai pas tant que je ne saurai pas qu'elle est en sécurité. Une voix différente, maintenant, un policier. Monsieur Sterling, nous devons vous poser quelques questions. Nous n'avons rien fait de mal, a dit maman, mais sa voix tremblait. Votre fille a été percutée par une voiture à 23 heures, lors d'une grosse tempête. Elle a 15 ans. Nous devons comprendre pourquoi elle n'était pas à la maison. J'ai essayé d'ouvrir les yeux. J'ai réussi à les faire battre. Tout était flou. Des formes bougeaient. J'ai vu la silhouette de papa. Madison derrière lui. Le docteur Smith a remarqué. Elle se réveille. Tout le monde dehors, maintenant. C'est notre fille, a commencé papa. Et je suis le médecin, dans cette chambre. Dehors. Des pas, des voix qui s'estompent, la porte qui se ferme. J'ai senti le docteur Smith se pencher. Sa main a serré la mienne doucement. Tu es en sécurité, maintenant, a-t-elle murmuré. Je te promets que tu es en sécurité.
Je voulais la croire, mais en sécurité était un mot étranger. Je ne m'étais pas senti en sécurité depuis des années. J'ai refermé les yeux, laissant l'obscurité m'emporter. Quand je me suis réveillé, 3 jours plus tard, mes parents étaient partis. Le docteur Smith était toujours là. Elle avait tenu sa promesse. Elle ne m'avait pas laissé seul. La commotion était grave. J'ai passé 4 jours à l'hôpital. Le docteur Smith est venu tous les jours, a apporté des livres, s'est assise à mon chevet, et m'a parlé de l'université, de la science, d'un avenir que je n'avais jamais imaginé. Mes parents sont venus une fois, ont apporté un sac de vêtements, quelques devoirs. Ils se tenaient au pied de mon lit, mal à l'aise. Des étrangers en blouse d'hôpital. Nous sommes contents que tu ailles bien, a dit maman. Papa a hoché la tête. Tu nous as fait une belle frayeur. Aucun des deux n'a dit pardon, n'a expliqué, n'a demandé si je voulais rentrer. Madison n'est pas venue du tout. Le 5e jour, une assistante sociale est venue. Elle s'appelait Rita. Elle avait des yeux bienveillants et posait des questions d'une voix douce, sur ma maison, ma famille, ce qui s'était passé cette nuit-là. Je lui ai tout raconté. Les mensonges de Madison, mes parents qui la choisissaient, les mots aux filles malades. Rita a écouté, a pris des notes. Olivia, tu as des options. Tu n'es pas obligé d'y retourner. Où irais-je d'autre? Le docteur Smith a frappé à la porte, est entré. Elle pourrait rester avec moi. Je l'ai regardée, stupéfaite. Quoi? Un placement en famille d'accueil, temporaire, jusqu'à ce qu'on trouve quelque chose de permanent. Si tu veux. Elle a regardé Rita. J'ai déjà commencé les démarches. Pourquoi feriez-vous ça? Ma voix s'est brisée. Vous ne me connaissez même pas. Le docteur Smith s'est assis sur le bord de mon lit. Parce que quelqu'un l'a fait pour moi, un jour. Quand j'avais 17 ans, ma famille m'a mise à la porte. Un professeur m'a recueilli, a changé ma vie. Elle a touché ma main. Tu es brillante, Olivia. Tu as un potentiel dont la plupart des jeunes ne rêvent même pas. Ne laisse personne te dire que tu es malade. Ne laisse personne éteindre cette lumière. Je me suis mise à pleurer. Je ne pouvais pas m'en empêcher. Je comprendrai si tu veux rentrer chez toi, a dit doucement le docteur Smith. Mais si tu veux quelque chose de différent, je suis là. J'ai pris ma décision dans cette chambre d'hôpital. J'ai choisi quelque chose de différent. 6 mois plus tard, j'étais une autre personne. Même nom, vie différente. La maison du docteur Smith était calme, organisée, pleine de livres, de plantes et de musique classique douce. Elle m'a donné la chambre d'amis, m'a dit que je pouvais la décorer comme je voulais. J'ai changé d'école, j'ai pris un nouveau départ. Personne ne connaissait Madison, mes parents, ou le fait que j'étais la fille malade. J'étais juste Olivia, intelligente, concentrée, enfin libre de respirer. Le docteur Smith Eleanor, elle a insisté pour que je l'appelle ainsi, m'a fait découvrir un monde que je n'avais jamais vu. Des conférences universitaires, des symposiums de recherche, des dîners avec des professeurs discutant de politique, d'équité et de changement. L'éducation, c'est la liberté, disait-elle. Le savoir, c'est le pouvoir. Personne ne peut te l'enlever. Je me suis jeté à corps perdu dans les études. Mes excellentes notes n'étaient plus seulement des notes. C'étaient des preuves. La preuve que je n'étais pas malade, pas brisé, pas anormal. Eleanor m'a appris à rédiger des demandes de subventions, à chercher des bourses, à comprendre les systèmes qui aident les jeunes comme moi, ceux qui viennent de situations difficiles, ceux qui ont besoin d'une seconde chance. Tu feras quelque chose d'important, un jour, m'a-t-elle dit une fois. Nous dînions des pâtes et une salade, normale, sûre. Je le vois. Je pensais parfois à mon ancienne famille. Je me demandais si Madison leur avait un jour dit la vérité. Si papa avait un jour regretté ses mots, si maman m'avait un jour défendu. Mais la plupart du temps, je n'y pensais pas du tout. J'entendais des choses par des amis communs. Madison allait bien, toujours l'enfant chéri, toujours le centre de l'attention. Mes parents avaient enlevé toutes mes photos de la maison, comme si je n'avais jamais existé. Tant mieux, ai-je pensé. Qu'ils m'effacent. Je construis quelque chose de mieux. Pour ma dernière année de lycée, j'avais un plan, l'université, une spécialisation en politique de l'éducation, et construire quelque chose qui aiderait les enfants qui passent à travers les mailles du filet, ceux dont les familles les abandonnent.
J'allais transformer ma douleur en un but. L'université a été un tourbillon de sessions d'études, de nuits blanches, et d'un lent apprentissage de la confiance. J'ai obtenu une bourse complète pour une université prestigieuse. La lettre de recommandation d'Eleanor était élogieuse. Je me suis spécialisé en politique de l'éducation et en justice sociale, avec une mineure en psychologie. Je voulais comprendre les systèmes, pourquoi certains enfants obtenaient de l'aide et d'autres tombaient dans des failles assez grandes pour les engloutir. Les étés, j'ai fait des stages dans des organisations à but non lucratif, des groupes de défense des jeunes. J'ai appris comment l'argent circulait, comment les programmes démarraient, comment transformer l'empathie en action. J'ai obtenu mon diplôme avec la plus haute distinction. Eleanor a pleuré à ma cérémonie. Je suis si fière de toi, a-t-elle murmuré. Si incroyablement fière. J'ai été embauchée immédiatement comme coordinatrice de recherche dans un département d'éducation universitaire. Celui d'Eleanor, en fait. Un bâtiment différent, une distance professionnelle, mais toujours connecté. À 25 ans, j'ai eu une idée, un programme de bourse pour les étudiants issus de situations familiales difficiles. Des jeunes qui avaient été mis à la porte, maltraités, négligés, qui avaient besoin d'une seconde chance. Je l'ai appelé la bourse des secondes chances. Original, je sais, mais clair. Eleanor m'a aidé à rédiger les demandes de subvention. Nous avons obtenu des financements de 3 organisations, lancé le programme dans une université en tant que projet pilote, puis 2, puis 5. À 27 ans, nous avions accordé plus de 200 000 € de bourse, aidé 47 étudiants à rester à l'école, à rester en vie, à garder espoir. Les médias ont commencé à s'y intéresser. Les journaux locaux, les revues d'éducation. J'ai donné des interviews, j'ai pris la parole lors de conférences, en racontant toujours mon histoire de manière vague, une jeune fille de 15 ans à qui l'on avait dit qu'elle n'avait pas sa place. Sans jamais citer de nom. Un jour, mon collègue David Brox a frappé à la porte de mon bureau. Olivia, on envisage de te proposer d'être l'oratrice principale d'une cérémonie de remise des diplômes. Quelle université? L'université d'État de Riverside. Mon estomac s'est noué. J'ai arrêté, j'ai respiré. C'est l'école de ma sœur. David a cligné des yeux. Tu as une sœur? Plus maintenant, ai-je dit doucement. Mais oui, elle obtient son diplôme ce printemps. David s'est assis. Veux-tu que je décline en ton nom? J'ai fixé mon bureau, mes mains, les dossiers de bourses empilés en piles bien nettes. 47 étudiants, 47 secondes chances. Quel est le thème, ai-je demandé. La résilience et l'équité en éducation. Le président Walsh t'a spécifiquement demandé. Il a dit que ton travail incarnait tout ce que la cérémonie devrait représenter. Mon travail, le programme de bourse né du fait d'avoir été rejeté, d'avoir été traité de malade. Est-ce que j'ai fait une pause. Est-ce que j'aurai le contrôle créatif sur mon discours? Un contrôle total. Ils veulent juste que tu sois là. J'ai pensé à Madison, assise dans sa toge et son mortier, souriante, se vantant probablement de sa famille parfaite, de ses parents qui la soutenaient, de son statut d'enfant unique. J'ai pensé à mes parents dans le public, fiers, inconscients, croyant toujours avoir fait le bon choix, il y a 13 ans. J'ai pensé à me tenir sur cette scène, à raconter mon histoire, non par vengeance, mais pour tourner la page. Je dois en parler à Eleanor, ai-je dit. Ce soir-là, au dîner, je lui ai tout exposé. Ils n'ont aucune idée que j'existe à ce niveau. Aucune idée que j'ai bâti ça. Ils pensent probablement que je suis morte, ou sans abri, ou j'ai arrêté. Je ne sais pas ce qu'ils pensent. Eleanor a posé sa fourchette. Que veux-tu qu'il se passe? Je veux clore ce chapitre correctement. Pas avec de la colère, mais avec la vérité. Et s'ils sont blessés? Ils m'ont blessé en premier. J'ai croisé son regard. Je ne fais pas ça par vengeance. Je le fais parce que mon histoire compte. Parce que leur montrer qui je suis devenu, malgré eux, ce n'est pas de la rancune. C'est de l'honnêteté. Eleanor a tendu la main sur la table, a serré la mienne. Alors fais-le. Selon tes propres termes, la tête haute. Montre-leur qui tu es, maintenant. J'ai appelé David le lendemain matin. Dites au président Walsh que j'accepte. Je n'ai pas vu Madison en personne, mais j'ai entendu des choses, vu des choses. Les réseaux sociaux rendent les fantômes visibles.
Elle publiait constamment. Sa dernière année était documentée en photos filtrées et en légendes soigneusement choisies. Des brunchs entre amis, des sessions d'études qui ressemblaient plus à des séances photos. L'expérience universitaire parfaite. Je n'arrive pas à croire que je suis diplômé dans 2 mois. Disait une légende. Tellement reconnaissante envers mes parents qui m'ont soutenu à chaque étape. Les commentaires affluaient, tu es incroyable, si fier de toi, tes parents t'ont bien élevé. J'ai parcouru son profil une fois. Juste une fois. Curiosité morbide. Il n'y avait aucune photo de moi, aucune mention d'une sœur dans son univers numérique. Je n'avais jamais existé. Une publication a attiré mon attention. Madison au restaurant avec nos parents. Grand sourire, verre de vin levé. Je fête mon diplôme avec les 2 meilleures personnes au monde. Je vous aime, papa et maman. Papa avait l'air plus vieux, des cheveux gris aux tempes. Maman avait l'air fatiguée, mais il semblait heureux, fier. J'ai fermé l'application. Par de vieilles connaissances, des gens que j'avais connus avant la tempête, j'ai appris que Madison était excitée pour la remise des diplômes, une grande cérémonie. Tous ses amis seraient là. Ses parents organisaient une fête après. L'oratrice principale est censée être très bien, a posté une amie dans une conversation de groupe dont je faisais encore accidentellement partie. Une chercheuse qui a lancé un programme de bourse. Ça devrait être inspirant. Madison avait répondu, PFF, ces discours sont toujours si ennuyeux, mais peu importe. C'est ma journée. J'ai souri en lisant ça, j'ai fait une capture d'écran, je l'ai enregistré. Pas par vengeance, juste comme preuve qu'elle n'avait aucune idée de ce qui allait se passer. Je me suis demandé si elle me reconnaîtrait. 13 ans, c'était long. J'avais changé, grandi, j'étais devenu quelqu'un d'autre. On allait bien voir. J'ai écrit mon discours en 2 semaines. Je l'ai rédigé, révisé, coupé, ajouté, lu à voix haute à Eleanor une 12aine de fois. Ne cite pas de nom, a conseillé Eleanor. Raconte l'histoire, laisse les gens faire le lien eux-mêmes. Le discours commençait par des statistiques, l'inégalité en éducation, les étudiants qui passent à travers les mailles du filet. Puis il devenait personnel. À 15 ans, on m'a dit que je n'avais pas ma place, que quelque chose n'allait pas chez moi, que j'étais trop brisé pour qu'on me garde. J'ai répété devant le miroir, regardant mon visage rester calme, posé, professionnel. Mais quelqu'un a vu du potentiel au lieu de problème. Quelqu'un m'a donné une seconde chance. Et cela a tout changé. Pas de larmes, pas de colère, juste des faits, juste la vérité. David a tout organisé, le parking, les accréditations, mon nom dans le programme, Olivia Sterling, directrice du programme de bourse Seconde Chance. La veille, je n'ai pas pu dormir. J'étais allongé dans mon lit, à regarder le plafond, à penser à Madison, à la voix de papa disant aux filles malades, à maman qui se détournait. Faisais-je cela pour les bonnes raisons? Eleanor a frappé doucement, est entrée avec du thé, et s'est assise sur le bord de mon lit comme elle l'avait fait 100 fois auparavant. Des doutes, a-t-elle demandé. Juste des pensées. Tu n'es pas la fille qu'ils ont rejetée, Olivia. Tu es la femme qui s'est reconstruite. Souviens-toi de ça, demain. J'ai siroté le thé. Camomille, miel. Tu seras là? Au premier rang. Toujours. Le matin est arrivé trop vite. Je me suis habillé avec soin. Un tailleur bleu marine, professionnel mais pas guindé. Le collier de perles de la grand-mère d'Eleanor, elle avait insisté pour que je l'emprunte. Dans le miroir, j'avais l'air confiante, réussie, rien à voir avec l'adolescente trempée de 15 ans à qui l'on avait dit qu'elle était malade. J'étais prête. Le campus était magnifique. De vieux bâtiments en briques, des pelouses manucurées, des étudiants en toge et mortier partout. Des familles prenant des photos, des rires, de l'excitation. L'air vibrait de possibilités. Je suis arrivé tôt, j'ai rencontré le président Walsh dans son bureau. Il était chaleureux, expansif. Madame Sterling, nous sommes honorés de vous avoir. Votre travail est extraordinaire. Merci, monsieur. Les étudiants seront inspirés. J'en suis sûr. David m'a accompagné à l'auditorium. Les coulisses étaient un chaos contrôlé. Des professeurs ajustant leurs toges, du personnel vérifiant les microphones, des diplômés jetant un coup d'œil à travers les rideaux sur les sièges qui se remplissaient. J'ai regardé le programme,
j'ai parcouru les noms des diplômés. Là, 3e rangée, Madison Sterling, licence en art, communication. Mon cœur a cogné contre mes côtes. Ça va? A demandé David. Oui, j'ai plié le programme. Juste prête. Eleanor est arrivée. Elle portait une magnifique robe émeraude, l'air fière. Elle m'a serré fort dans ses bras. Tu vas y arriver. Je sais. Souviens-toi de qui tu es, maintenant. J'ai souri. La tête haute, la vérité claire. Pas de vengeance, juste de l'honnêteté. Elle m'a embrassé sur la joue, est allée trouver sa place. L'auditorium se remplissait. J'entendais le murmure des voix. Des centaines de personnes, familles, amis, tous là pour célébrer leur diplômé. Quelque part là dehors, mes parents étaient en train de s'asseoir, probablement au milieu, pour avoir une bonne vue, et excités pour le grand moment de Madison. Ils n'avaient aucune idée de qui était l'oratrice principale. David avait confirmé que le programme mentionnait mon nom, mais en petits caractères. La plupart des gens ne lisaient pas attentivement les biographies des orateurs. Ils allaient bientôt le découvrir. Le président Walsh a touché mon épaule. 5 minutes. C'est à vous, après les remarques d'ouverture. J'ai hoché la tête, j'ai respiré, j'ai lissé mon tailleur. Depuis les coulisses, je pouvais voir la scène, le pupitre, le microphone, et des centaines de visages au-delà des lumières. C'était l'heure. Attendez, avant que je vous raconte ce qui s'est passé quand je suis monté sur cette scène, je dois vous demander, avez-vous déjà été dans une situation où votre famille doutait de vous, mais où vous leur avez prouvé qu'ils avaient tort? Mettez un oui ou un non dans les commentaires. Et si vous appréciez cette histoire jusqu'à présent, s'il vous plaît, cliquez sur le bouton j'aime. Cela aide vraiment cette histoire à atteindre d'autres personnes qui pourraient avoir besoin de l'entendre. D'accord, maintenant, retour à la cérémonie. C'est là que tout a changé. Le président Walsh s'est avancé vers le pupitre. La foule s'est tue. Bienvenue aux diplômés, aux familles, et à nos invités d'honneur. Aujourd'hui, nous célébrons la réussite, la résilience, et le potentiel infini de nos étudiants. Applaudissements, acclamations. Notre oratrice principale incarne ces valeurs. Elle a consacré sa carrière à s'assurer que chaque étudiant, peu importe sa situation, ait accès à des opportunités. Veuillez accueillir la directrice du programme de bourse Seconde Chance, Madame Olivia Sterling. L'auditorium a éclaté en applaudissements polis. Je suis entré dans la lumière. La scène était immense, le pupitre au centre, le microphone attendant. Au-delà du premier rang, les visages se fondaient en une mer de toges et de mortiers. J'ai marché d'un pas mesuré, confiante, calme. Mes talons claquaient sur le sol de la scène. Et puis je les ai vus. 3e rangée, Madison dans sa toge et son mortier, des cordons d'honneur autour du cou. Elle applaudissait, souriante, à moitié tournée pour murmurer quelque chose à la fille à côté d'elle. Puis elle a levé les yeux, m'a vu. Ses mains se sont figées en plein applaudissement. Son sourire s'est effacé. La confusion a traversé son visage. Puis la reconnaissance, puis le choc. Sa bouche s'est légèrement ouverte. Aucun son n'en est sorti. Derrière elle, 8e rangée. Papa et maman, applaudissant toujours, ne regardant pas encore de près, juste des membres polis du public applaudissant une oratrice dont ils n'avaient pas enregistré le nom. J'ai atteint le pupitre, j'ai ajusté le microphone, et j'ai regardé la foule. Le visage de Madison était blême, elle me fixait. Son ami l'a poussé du coude. Ça va? Eleanor était assise au premier rang, côté court. Elle a hoché la tête une fois, un petit signe encourageant. J'ai saisi les bords du pupitre. Bonjour. Merci, président Walsh, pour cette généreuse introduction. Ma voix était claire, forte, amplifiée à travers des centaines de personnes. La tête de papa s'est relevée d'un coup. Je l'ai vu se pencher en avant, plisser les yeux, essayant de reconnaître ma voix. La main de maman est allée à sa poitrine. J'ai souri, professionnelle, chaleureuse. C'est un honneur d'être ici aujourd'hui. Aujourd'hui, je veux parler de résilience, de ce qui se passe quand on perd tout, et qu'on se retrouve quand même. Le public était calme maintenant, attentif. Laissez-moi vous parler d'une jeune fille de 15 ans. J'ai gardé une voix stable, conversationnelle. On lui a dit qu'elle n'avait pas sa place,
que quelque chose n'allait pas chez elle, qu'elle était trop brisée pour qu'on la garde. La main de maman a serré le bras de papa. Je pouvais le voir, même depuis la scène. Une nuit, au milieu d'une tempête, on l'a mise dehors, on lui a dit de partir, on lui a dit qu'on ne voulait plus d'elle. Des murmures ont parcouru la foule, des mouvements inconfortables. Elle a erré seule dans cette tempête pendant des heures. Sans téléphone, sans argent, sans nulle part où aller. Elle a été percutée par une voiture. Elle a failli mourir. Madison était devenue complètement immobile, figée. Son visage était blanc. Mais quelqu'un s'est arrêté. Quelqu'un a aidé. Quelqu'un a vu du potentiel là où tout le monde voyait des problèmes. Les yeux d'Eleanor brillaient, fiers. Cette personne est devenue sa famille, son mentor, sa mère, dans tous les sens du terme. J'ai fait une pause, j'ai laissé les mots s'installer. Cette jeune fille de 15 ans, c'était moi. L'auditorium est devenu silencieux. On aurait pu entendre une mouche voler. Papa s'est à moitié levé. Maman l'a tiré vers le bas. Tous les deux me fixaient, la bouche ouverte. Madison avait l'air de vouloir disparaître à travers sa chaise. Les étudiants autour d'elle chuchotaient, pointaient du doigt. Ses amis avaient l'air confus, inquiets. Je suis ici aujourd'hui parce que le docteur Eleanor Smith, j'ai fait un geste vers Eleanor, n'a pas abandonné, quand ma propre famille l'a fait. Elle m'a appris que le rejet n'est pas la fin. C'est un commencement. D'autres murmures se propageaient comme une traînée de poudre. La bourse des secondes chances est née de cette expérience. Elle existe pour les étudiants à qui l'on a dit qu'ils n'étaient pas assez bien, qui ont été méprisés, abandonnés, mis de côté. J'ai regardé Madison droit dans les yeux, j'ai établi un contact visuel. Parce que être rejeté ne vous définit pas. Ce que vous faites après, oui. Aujourd'hui, cette bourse a aidé 47 étudiants. Ma voix est restée égale, claire. Des étudiants comme la fille que j'étais. Une femme à l'arrière a chuchoté fort, c'est vraiment sa famille. J'ai continué, professionnel, imperturbable. J'ai appris quelque chose d'important dans ces années après la tempête. La famille, ce n'est pas toujours la biologie. Parfois, c'est un choix. Parfois, ce sont les gens qui vous choisissent quand les autres s'en vont. Eleanor a essuyé ses yeux, m'a souri. J'ai appris qu'on n'a pas besoin que tout le monde croie en vous. Il suffit d'une seule personne. Une personne qui voit au-delà de la surface, au-delà des accusations, au-delà des mensonges. Le visage de Madison s'est décomposé. Elle a baissé les yeux, les épaules secouées. Ses amis avaient arrêté de chuchoter. Ils la regardaient maintenant, faisant le lien. Et j'ai appris, j'ai saisi le pupitre, que le succès, ce n'est pas de prouver aux gens qu'ils ont tort. C'est de construire quelque chose de significatif, malgré eux. Les mains de papa tremblaient. Il avait l'air de vouloir courir, partir, s'échapper. Maman pleurait en silence, son mascara coulant. Alors, à la promotion de l'université d'État de Riverside, je vous laisse avec ceci, votre valeur n'est pas déterminée par ceux qui restent. Elle est déterminée par la façon dont vous grandissez après leur départ. J'ai fait une pause, j'ai laissé cela s'imprégner. Vous ferez face au rejet, à la déception, aux gens qui vous sous-estiment. C'est garanti. J'ai regardé la mer de diplômés, de jeunes visages, pleins d'espoir. Mais c'est vous qui décidez de la suite. C'est vous qui choisissez qui vous devenez. Une standing ovation. Lentement d'abord, puis de plus en plus forte. Les étudiants debout, les professeurs, les familles. Pas tout le monde. Papa est resté assis, blême, les mains sur le visage. Maman s'est levée mécaniquement, applaudissant faiblement, les larmes coulant. Madison n'a pas bougé, assise, figée, regardant ses genoux. J'ai reculé du pupitre. Le président Walsh rayonnait. Merci, Madame Sterling. C'était puissant. Je suis sorti de scène, de retour dans les coulisses, et j'ai respiré. La cérémonie a continué. Le président Walsh est retourné au pupitre, a commencé à appeler les noms. Je suis resté en coulisses, regardant à travers l'ouverture des rideaux. L'énergie avait changé. Les étudiants traversaient la scène pour recevoir leur diplôme, mais les applaudissements étaient distraits, inégaux. Les gens digéraient encore mon discours, parlaient, pointaient du doigt, vérifiaient leur téléphone. Madison Sterling, licence en art, communication. Madison s'est levée,
à marcher vers la scène. Son sourire était crispé, forcé. Ses mains tremblaient en acceptant le diplôme. Les applaudissements étaient rares, dispersés. Certains applaudissaient avec enthousiasme, ses amis proches probablement, mais d'autres n'applaudissaient pas du tout, se contentant de regarder, de chuchoter. Elle a quitté la scène rapidement, a disparu dans la foule des diplômés. J'ai vu ses amis regroupés autour d'elle, parlant avec urgence. Madison secouant la tête, essayant d'expliquer quelque chose, en vain. Papa et maman étaient assis, rigides, sans parler, sans bouger, regardant droit devant eux. Après que tous les noms aient été appelés, le président Walsh a clôturé la cérémonie. Félicitations à la promotion de 2026. Les mortiers ont volé. Les acclamations ont éclaté. Les familles se sont précipitées en avant. Je me suis éclipsé par une porte latérale, j'ai retrouvé Eleanor dans la zone de réception, à l'extérieur de l'auditorium. « Tu l'as fait ?» a-t-elle dit en me serrant fort dans ses bras. « Je l'ai fait. »« Comment te sens-tu » ? J'y ai pensé. « Libre. » David est apparu. Olivia, c'était. Je veux dire, waouh. Il avait l'air troublé. Je n'avais aucune idée. Ta famille, ça va ? Je vais bien. Il demande à te voir. Qui ? Tes parents. Ils sont à l'entrée latérale. Ils veulent parler. Mon estomac s'est serré. Est-ce que je dois le faire ? David a secoué la tête. Absolument pas. Je peux appeler la sécurité. Non, je me suis redressé. Je vais leur parler. Selon mes propres termes. 5 minutes. C'est tout. Eleanor a serré ma main. Je serai juste là. Je me suis dirigé vers l'entrée latérale, vers la famille que j'avais laissée derrière moi, il y a 13 ans. Ils se tenaient près d'un pilier. Le visage de papa était gris. Le maquillage de maman, étalé. Madison planait derrière eux, les yeux rouges. Je me suis arrêté à 3 pieds, une distance professionnelle. Vous vouliez parler ? La bouche de papa s'est ouverte, s'est refermée. Olivia, on ne savait pas que tu serais là. J'en suis sûr. Tu as l'air, la voix de maman s'est brisée. Tu as l'air d'aller bien. Je vais bien. Le docteur Smith s'en est assuré. Eleanor m'avait suivi, se tenant légèrement derrière, protectrice. Les yeux de papa se sont posés sur elle, puis se sont détournés. On te doit des excuses. Vous me devez bien plus que ça, ma voix était calme, égale. Mais des excuses, c'est un début. On a fait une erreur, a dit maman. Une terrible erreur. On aurait dû t'écouter. Vous auriez dû me protéger. C'est ce que font les parents. Ils protègent leurs enfants. J'ai gardé les mains le long du corps. Sans croiser les bras. Sans me fermer. Vous avez choisi le mensonge de Madison, plutôt que ma vérité. Vous m'avez traité de malade, vous m'avez jeté dehors en pleine tempête. Madison a tressailli, les larmes coulant sur son visage. On avait tort, a dit papa, la voix brisée. J'avais tort. J'ai regretté cette nuit, chaque jour, pendant 13 ans. Bien. Le mot est resté là, tranchant. On peut parler ? Maman a tendu la main vers moi. En privé ? En famille ? Nous ne sommes pas une famille, je l'ai dit doucement. Pas cruellement, juste factuellement. Vous l'avez clairement montré, il y a 13 ans. Mais on peut arranger ça, a dit papa désespérément. On peut. On veut arranger ça. S'il te plaît. Il n'y a rien à arranger. Vous avez fait votre choix. J'ai fait le mien. C'est fini. Olivia, la voix de Madison. Faible. Brisée. Je suis désolé. J'avais 12 ans. J'étais stupide. Je ne savais pas que tu étais assez grande pour savoir ce que tu faisais. David est apparu avec un dossier. Olivia, ce sont les candidatures pour les bourses du semestre prochain. Le président Walsh voulait que tu les aies avant de partir. Il m'a tendu le dossier. Papier en tête officielle de l'université, mon nom, mon titre, des photos de boursiers, des témoignages. Les yeux de papa se sont fixés dessus. Tu as vraiment fait tout ça ? Oui. Malgré tout.
Maman a pris le dossier, doucement, l'a ouvert, a lu. Son visage s'est décomposé. 47 étudiants jusqu'à présent, mais nous nous développons. Tu es directrice? Directrice principale. Depuis le mois dernier. J'ai repris le dossier. Je travaille avec 5 universités. Nous avons accordé plus de 200 000 € de bourse à des étudiants en situation difficile. Le président Walsh nous a rejoints, inconscient de la tension. Madame Sterling. C'était le meilleur discours que nous ayons eu depuis des années. Les étudiants en parlent encore. Merci, président Walsh. Il s'est tourné vers mes parents. Vous êtes la famille d'Olivia? Vous devez être si fiers. Silence. Ils le sont, a dit Eleanor doucement. N'est-ce pas, monsieur Sterling? La mâchoire de papa a travaillé. Oui, très fier. Le président Walsh a rayonné. Madame Sterling est l'un de nos partenaires les plus précieux. Son programme a changé des vies. Il a littéralement sauvé certains de ces jeunes. Il m'a serré la main, s'est éloigné. Papa m'a regardé fixement. Vraiment regardé. On n'en avait aucune idée. Vous n'avez jamais demandé. J'ai gardé une voix douce, pas en colère, juste fatigué. Vous m'avez effacé. Vous avez fait comme si je n'avais jamais existé. Comment auriez-vous pu savoir? J'ai essayé de te retrouver, a murmuré maman. Après l'hôpital, tu as disparu. Eleanor m'a aidé à changer de nom légalement, ça a rendu les choses plus difficiles. J'ai croisé son regard. J'avais besoin que vous ne me trouviez pas. J'avais besoin d'espace pour guérir. Et tu as guéri, a demandé papa. Oui. Sans votre aide. Les amis de Madison se sont approchés, 3 d'entre elles, l'air mal à l'aise. Madison, une fille a touché son bras. C'est vrai? C'est vraiment ta sœur? Madison a hoché la tête, incapable de parler. Tu avais dit que tu étais fille unique. Je sais. C'est juste que. Tu as dit à tout le monde que ta sœur était morte, la voix d'une autre amie était froide. L'année dernière, tu as dit qu'elle était morte dans un accident de voiture, quand tu avais 12 ans. J'ai haussé les sourcils. Tu leur as dit que j'étais morte? Le visage de Madison a rougi. Je n'ai pas. C'était plus facile que d'expliquer. Expliquer quoi, a exigé la première amie. Que ta famille l'a mise à la porte? Que tu as menti à son sujet? Ce n'était pas comme ça. Alors, comment était-ce? La troisième amie m'a regardé. Je suis désolé. Je suis tellement désolé que cela te soit arrivé. Merci, ai-je dit doucement. Elles se sont éloignées. Madison est restée là, seule, les regardant partir. Madison, a commencé maman. Tais-toi, la voix de Madison était sèche. Contente-toi de te taire. Elle m'a regardé. Vraiment regardé. J'ai voulu leur dire, tant de fois. J'ai voulu dire la vérité à tout le monde, mais j'avais peur. Peur de quoi? Qu'ils me détestent. Que tout le monde me déteste. Elle a essuyé ses yeux. Ils avaient raison de le faire. Je le mérite. Madison, je me suis approché. Je ne te déteste pas. Je te pardonne, pour ma propre paix, pas pour la tienne. Mais je ne veux pas de relation. J'ai besoin que tu respectes ça. On ne peut pas juste. Non. Ferme. Claire. Tu as fait des choix pendant 13 ans. Des choix pour continuer à mentir, pour continuer à m'effacer. Ce n'est pas de la bêtise d'enfant. C'est ce que tu es devenu. Madison a sangloté. Maman l'a serré contre elle. J'ai regardé Eleanor. On peut y aller? Oui. Elle a passé son bras sous le mien. Rentrons à la maison. Nous sommes partis. Sans regarder en arrière. Derrière nous, j'ai entendu Madison pleurer, son père dire mon nom. Faiblement. Désespérément. J'ai continué à marcher. D'accord, je dois faire une pause ici, juste une seconde. Ce moment, debout là, à regarder Madison réaliser qu'elle ne pouvait pas s'en sortir en mentant, ça a mis 13 ans à se construire. Si vous avez déjà dû fixer des limites avec des membres de votre famille toxique, laissez un commentaire. Les limites, c'est important.
Et si cette histoire résonne en vous, s'il vous plaît, abonnez-vous. Je partage ces histoires parce que je sais que quelqu'un, quelque part, a besoin de les entendre. Maintenant, laissez-moi vous raconter ce qui s'est passé dans les semaines qui ont suivi. La semaine après la remise des diplômes, mon téléphone n'arrêtait pas de sonner. Des messages vocaux de papa, s'il te plaît, rappelle. Il faut qu'on parle. Je suis tellement désolé. On est tellement désolé. Juste, s'il te plaît. Des emails de maman, longs, décousus, pleins d'excuses, on était sous tellement de stress. Madison traversait une phase. On ne comprenait pas ce qu'on faisait. Je n'ai pas répondu. Pas encore. Le travail m'a tenu occupé. Les candidatures pour les bourses affluaient. La cérémonie était devenue virale. Pas en entier, mais mon discours. Quelqu'un l'avait enregistré, l'avait posté sur les réseaux sociaux. 50 000 vues, puis 100 000. Les commentaires ont inondé, cette femme est incroyable. La famille, ce n'est pas le sang. C'est ceux qui sont là. J'ai pleuré. C'est exactement ce que j'avais besoin d'entendre. Mais aussi, quelqu'un sait si c'est vrai, c'était quelle université, il faut savoir ce qui est arrivé à la sœur. Je les ai ignorés, je me suis concentré sur le travail. Puis un email est arrivé d'une des anciennes amies de Madison. Objet, tu mérites de savoir. À l'intérieur, des captures d'écran, des conversations de groupe. Les amis de Madison discutant d'elle, prenant leur distance. Un message a retenu mon attention, je n'arrive pas à croire qu'elle ait menti sur la mort de sa sœur. C'est psychotique. Un autre, je la désinvite de mon mariage. Je ne veux pas de drame. La vie sociale soigneusement construite de Madison s'effondrait. Une partie de moi se sentait mal. Une petite partie. La plus grande partie ne ressentait rien, juste du soulagement. Eleanor et moi avons dîné. Calme, confortable. Comment gères-tu tout ça, a-t-elle demandé. Je ne sais pas, j'ai fait une pause, cherchant le mot. Libre. Comme si j'avais enfin déposé quelque chose de lourd que je ne réalisais pas que je portais. Tu as bien fait, Olivia. Tu as géré ça avec grâce. Ils veulent se réconcilier. Et toi? J'y ai pensé. Vraiment. Non, je ne crois pas. Elle a hoché la tête, a serré ma main. C'est d'accord. Tu as le droit de t'en aller. 2 semaines plus tard, papa s'est présenté à mon bureau. Mon assistante m'a appelé. Olivia, il y a un monsieur Sterling ici pour vous voir. Il n'a pas de rendez-vous, mais il dit qu'il est votre père. Mon estomac s'est serré. Donnez-moi 5 minutes, puis faites-le entrer. J'ai fermé mon ordinateur portable, j'ai rangé mon bureau, j'ai respiré. Papa est entré, l'air d'avoir 10 ans de plus, des cheveux gris, des rides autour des yeux, les épaules voûtées. Merci de me voir, a-t-il dit. J'ai une réunion dans 20 minutes. Je comprends. Il s'est assis en face de mon bureau, formel, comme pour un entretien d'embauche. Olivia, je dois te dire ça. On avait tort. J'avais tort. Ce que je t'ai fait, ce que je t'ai dit, c'était impardonnable. Oui, ça l'était. Madison nous a dit la vérité. Enfin, la semaine dernière, elle s'est effondrée, elle a tout avoué, les mensonges, la manipulation, tout. 13 ans trop tard. Je sais. Je sais que ça ne répare rien. Ses mains tremblaient. Il les a jointes. Mais j'ai besoin que tu comprennes. On a vécu avec cette culpabilité. Chaque jour, on regarde cette chambre vide, les photos qu'on a enlevées, et on sait. On sait qu'on a détruit quelque chose qu'on ne pourra jamais récupérer. Vous avez raison. Vous ne pouvez pas, peux-tu nous pardonner? Je me suis penché en arrière, j'ai réfléchi. Le pardon n'est pas le problème, papa. C'est la confiance. Et elle est brisée, en 1000 morceaux. Vous avez cru les mensonges de Madison, plutôt que ma vérité. Vous m'avez traité de malade. Vous m'avez jeté dehors en pleine tempête. Je sais. Vous ne savez pas, ma voix est restée calme, douce. Vous ne savez pas ce que c'est d'avoir 15 ans et d'être sans abri en pleine tempête. De se faire dire par son propre père qu'on est trop brisé pour être aimé. Vous ne le saurez jamais. Des larmes coulaient sur son visage. Que puis-je faire?
Dis-moi ce que je peux faire. Rien. Il n'y a rien que vous puissiez faire. C'est trop tard. 3 jours plus tard, un email est arrivé. Objet, je suis désolé. De Madison. J'ai failli le supprimer. Mon doigt planant au-dessus de l'icône de la corbeille, mais la curiosité a gagné. Olivia, je sais que tu ne veux pas avoir de mes nouvelles. Je sais que je ne mérite pas ton attention, mais je dois te le dire. J'étais jalouse. Tellement jalouse de toi. Tu étais intelligente et capable, et les gens t'aimaient sans même que tu essaies. Je devais travailler pour chaque parcelle d'attention que j'obtenais. Et ce n'était toujours pas assez. Tu as toujours été meilleure. Quand Jack t'a préféré à moi, j'ai craqué. J'ai tout planifié, les captures d'écran, le bleu, tout. Je savais que papa et maman me croiraient. Ils l'ont toujours fait. Je ne pensais pas que ça irait aussi loin. Je ne pensais pas que papa te mettrait vraiment à la porte. Quand je t'ai vu marcher dans la tempête, je me suis senti mal. Mais je ne pouvais pas revenir en arrière. J'avais trop peur, j'étais trop fier. J'ai passé 13 ans à mentir à tout le monde, à moi-même. J'ai dit aux gens que tu étais morte parce que c'était plus facile que d'admettre ce que j'avais fait. J'ai détruit ta vie. Je le sais. Et j'ai détruit la mienne aussi. Je n'ai plus de vrais amis maintenant. Personne ne me fait confiance. J'ai perdu mon offre d'emploi parce que quelqu'un de la remise des diplômes a parlé de ma situation familiale au RH. Je ne demande pas le pardon. Je ne le mérite pas. Je te demande juste de savoir. Je suis désolé. Je suis tellement désolé, Madison. Je l'ai lu 2 fois, je l'ai sauvegardé, je n'ai pas répondu. 4 jours plus tard, elle en a envoyé un autre, puis un autre, chacun plus désespéré, plus brisé. Après le 5e email, j'ai répondu, court, final. Madison, j'accepte que tu étais jeune, mais tu as eu 13 ans pour corriger ça. Tu as choisi de continuer à m'effacer. Je te pardonne pour ma propre paix, mais je ne veux pas de contact. S'il te plaît, respecte ça. Elle a cessé d'envoyer des emails. Mon discours est devenu plus viral que prévu. Une chaîne de télévision locale m'a contacté, voulant m'interviewer sur le programme de bourse. J'ai accepté, mais seulement si nous nous concentrions sur les étudiants, pas sur mon histoire personnelle. Le reportage a été diffusé, le programme Seconde chance d'une chercheuse locale aide les étudiants en crise. Ils ont interviewé 3 boursiers. Une jeune fille a dit, ce programme m'a sauvé la vie. Littéralement. J'étais sur le point d'abandonner. L'équipe de Madame Sterling m'a donné de l'espoir. Les candidatures ont triplé. Les demandes de financement ont afflué. 3 autres universités ont voulu s'associer. Les revues d'éducation ont appelé, écririez-vous sur votre méthodologie? Une conférence nationale m'a invité à prendre la parole, équité et éducation, combler le fossé. David a frappé à la porte de mon bureau. Tu es célèbre, maintenant. Qu'est-ce que ça fait? Bizarre. Je voulais juste aider quelques jeunes. Tu fais plus que ça. Tu changes les systèmes. Le Conseil de l'éducation de l'État a envoyé une mention élogieuse, reconnaissance pour contribution exceptionnelle à l'équité en éducation. Et à travers tout cela, j'ai vu les effets d'entraînement. Les réseaux sociaux de Madison sont devenus silencieux. Plus de publications. Ses comptes sont finalement devenus privés. Papa a envoyé un dernier email, on est fier de toi, même si on n'en a pas le droit. Je n'ai pas répondu. Maman a essayé d'appeler une fois. Je n'ai pas répondu. D'anciens amis de la famille m'ont contacté sur LinkedIn. Des messages gênants, j'ai entendu parler de ton travail. Tellement impressionnant. On pourrait peut-être se revoir? J'ai décliné poliment. Pendant ce temps, Eleanor a été acceptée comme oratrice principale à une conférence nationale. Viens avec moi, a-t-elle dit, comme mon invité et ma collègue. J'adorerais. Nous avons pris l'avion pour Chicago, nous avons présenté ensemble, nous sommes restés dans un bel hôtel, et nous avons parlé de tout, sauf de ma famille biologique. Tu t'es construit une belle vie, a dit Eleanor au dîner. Tu devrais être fier. Je le suis. Grâce à toi. Non, elle a secoué la tête. Grâce à toi. Je t'ai juste donné une chance. Tu as fait le reste. 1 an après la remise des diplômes de Madison, ma vie était complètement différente.
La bourse des secondes chances était maintenant dans 10 universités. Nous avions aidé 83 étudiants à rester à l'école, à rester en vie, à garder espoir. J'ai été promue directrice principale, j'ai eu un bureau d'angle, une augmentation, la reconnaissance de personnes dont je n'avais lu que les noms dans les manuels. Je suis sorti avec quelqu'un, un homme gentil nommé Marcus, qui travaillait dans les politiques publiques. Ça n'a pas marché, mais ça s'est terminé à l'amiable. J'apprenais que toutes les fins n'avaient pas à être douloureuses. Eleanor a eu 60 ans. Nous avons organisé une fête. Des collègues, des amis, des étudiants qu'elle avait mentorés au fil des ans, des gens qui l'aimaient, qui l'avaient choisi, qui avaient construit une famille autour d'elle. J'ai porté un toast à la femme qui m'a appris que la famille se construit, elle ne naît pas. Merci de m'avoir choisi. Elle a pleuré. Des larmes de joie. Je pensais parfois à ma famille biologique. Pas souvent, pas douloureusement, juste des pensées, me demandant où ils étaient, si Madison avait reçu de l'aide, si papa envoyait toujours des emails sans réponse. Ils ont envoyé une carte de Noël. Pas d'adresse de retour, juste des signatures, Richard, Patricia, Madison. Pas de message, pas d'explication. Je l'ai mise dans un tiroir, je ne l'ai pas jetée, je n'ai pas répondu, j'ai juste reconnu son existence. J'ai pris la parole à une autre remise de diplôme. Université différente, étudiants différents, mais messages similaires. Les limites ne sont pas des murs, ce sont des portes que vous contrôlez. Après, une jeune femme s'est approchée, 20 ans, en larmes. C'était mon histoire aussi. Ma famille m'a mise à la porte à 16 ans. Je pensais être seul. Tu n'es pas seul, lui ai-je dit. Tu survis. C'est plus que suffisant. Elle m'a serré fort dans ses bras. Merci. Je suis rentré chez moi ce soir-là, dans la maison que je partageais avec Eleanor, ma vraie mère, et j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis des années. Une paix complète. Les gens me demandent si je regrette cette nuit, la tempête, la douleur, l'hôpital. Non, parce que cela m'a mené ici, à cette vie, ce travail, cette famille que j'ai choisie. Toutes les histoires n'ont pas une fin heureuse comme la mienne. Je le sais. J'ai de la chance. Le docteur Eleanor Smith m'a trouvé, m'a choisi, m'a sauvé. Tout le monde n'a pas ça. Mais tout le monde peut fixer des limites. Tout le monde peut décider qui a accès à eux. Vous ne devez pas votre présence aux personnes toxiques. Même si c'est votre famille. Surtout si c'est votre famille. Le pardon ne signifie pas la réconciliation. Vous pouvez pardonner à quelqu'un pour votre propre paix, tout en le gardant hors de votre vie. Ce n'est pas contradictoire. C'est parfois nécessaire. J'ai appris que le sang ne fait pas la famille. Le choix, oui. La constance, oui. La présence, oui. Eleanor a été présente, chaque jour, pendant 13 ans. Elle a mérité le titre de maman. Mes parents biologiques, eux, sont venus une fois, ont échoué, et n'ont jamais réessayé. Ça dit tout. J'ai appris que le succès, ce n'est pas de prouver aux gens qu'ils ont tort. C'est de construire quelque chose de significatif, malgré eux. Le programme de bourse n'était pas une vengeance. C'était un but. C'était transformer ma douleur en quelque chose qui aide les autres. C'est la différence. La vengeance cherche à blesser. Le but cherche à guérir. J'ai appris que votre valeur n'est pas déterminée par ceux qui restent. Elle est déterminée par la façon dont vous grandissez après leur départ. Certaines personnes vous sous-estimeront toujours, vous rejetteront, vous diront que vous êtes trop brisé, trop malade, trop compliqué, ou pas assez. C'est leur limite, pas la vôtre. C'est vous qui décidez de la suite. C'est vous qui choisissez qui vous devenez. J'ai choisi de devenir quelqu'un qui aide les jeunes comme moi. Des jeunes qui ont besoin d'une seconde chance. Des jeunes qui méritent de savoir qu'ils valent la peine d'être sauvés. C'est mon héritage. Pas la famille qui m'a rejeté, mais la famille que j'ai construite après. Voilà donc mon histoire. La tempête qui a failli me détruire est devenue le catalyseur de tout ce que j'ai bâti. J'ai 28 ans maintenant, le même âge que lorsque j'ai commencé à vous raconter cela, mais je me sens plus âgé, plus sage, entière. Les noms de mes parents sont toujours dans mon téléphone. Je ne les ai pas supprimés, mais je n'ai pas appelé non plus. Ils existent dans mon passé, pas dans mon présent, et certainement pas dans mon avenir.
Madison m'envoie un message tous les quelques mois. Court, apologétique. Je pense à toi. J'espère que tu vas bien. Je les lis. Je ne réponds pas. Peut-être qu'un jour, je le ferai. Peut-être pas. L'un ou l'autre me convient. Le docteur Eleanor Smith et maman, maintenant. Pas le docteur Smith, juste maman. C'est le contact d'urgence sur tous les formulaires. La personne que j'appelle quand quelque chose de bien arrive. Celle dont l'opinion compte. Le sang n'a pas fait d'elle ma mère. Le choix, si. 13 ans de présence, de confiance en moi, d'amour quand je ne pouvais pas m'aimer moi-même. C'est ça, la famille. Chaque année, le 15 octobre, l'anniversaire de cette tempête, je passe devant mon ancienne maison. Pas pour me punir, pas pour me morfondre, juste pour me souvenir. Je me gare de l'autre côté de la rue, je regarde ces fenêtres, cette porte, et je pense, cette fille a survécu. Elle a survécu au fait d'être traitée de malade, d'être rejetée, de se faire dire qu'elle était trop brisée pour être aimée. Et elle n'a pas seulement survécu, elle a prospéré. Si vous êtes dans une tempête en ce moment, métaphorique ou réelle, sachez ceci, vous pouvez y survivre. Vous pouvez même prospérer après. Ce n'est pas parce que quelqu'un abandonne que vous devez abandonner vous-même. Fixez vos limites. Choisissez votre famille. Construisez votre but. Et ne laissez jamais, au grand jamais, personne vous dire que vous êtes trop malade, trop brisé, ou trop compliqué. Vous êtes exactement assez. Merci de m'avoir écouté. Vous comptez. Merci beaucoup d'être resté avec moi jusqu'à la fin. Si cette histoire vous a aidé de quelque manière que ce soit, s'il vous plaît, cliquez sur le bouton j'aime et abonnez-vous. Votre soutien aide ces histoires à atteindre d'autres personnes qui ont besoin de les entendre. Et si vous voulez plus d'histoires comme celle-ci, consultez la description ci-dessous. J'y ai mis des liens vers des vidéos similaires. N'oubliez pas, c'est vous qui définissez votre valeur, personne d'autre. Prenez soin de vous. On se voit dans la prochaine histoire.